Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons commencer. Il est donc organisé par le DIH Dedicated. Donc je vais commencer par vous présenter qui nous sommes et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet avec une première partie avec Robert Guyon sur la réglementation, le cadre réglementaire de l'IA, et puis Viera et Christina qui présenteront les outils souverains d'IA proposés par la Commission européenne. Donc, le DIH, European Digital Innovation Hub, c'est un réseau créé et soutenu par la Commission européenne. Notre mission, c'est de faciliter et accompagner la digitalisation des PME et des organismes publics. Donc, c'est un réseau nous sommes plusieurs EDIH et c'est régional. Donc, Dedicated BFC, c'est l'EDIH de Bourgogne-Franche-Comté. Et nous accompagnons les entreprises sur 3 parcours différents. Un parcours sur la data et l'IA, un parcours sur la cybersécurité et un parcours sur la digitalisation des procédés industriels. Donc, réalité virtuelle et mixte, jumeaux numériques, etc. Nous sommes 11 partenaires. Vous voyez les logos qui s'affichent. Des partenaires régionaux, vraiment adaptés aux entreprises de notre territoire. Et nous sommes soutenus par 2 financeurs, donc la Commission européenne, via le Fonds Digital Europe, et la région, via le Fonds FEDER. Donc, comme je l'ai présenté, nous avons plusieurs types de services disponibles. Des services de la donnée à l'IA, donc un accompagnement pour exploiter vos données digitales pour en faire la meilleure utilisation possible. Un autre parcours sur la digitalisation des procédés industriels pour intégrer les technologies digitales et optimiser vos processus. On propose à la fois des visites de plateformes technologiques et des accompagnements individuels. Des services de cybersécurité, à la fois pour la réalisation d'un audit de votre système informatique ou de la cybersécurité matérielle, donc soit sur le produit que vous vendez, soit sur des équipements industriels, donc lignes de production, etc., avec des préconisations de correction. Et puis un autre service d'accès au financement pour vous aider à financer votre digitalisation. Ici, vous voyez le parcours habituel des entreprises dans notre EDIH. On vous enverra la présentation à la fin, donc vous pourrez le regarder plus en détail. Mais nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec Robert Guyon qui va vous présenter le cadre réglementaire de l'IA. Le temps de faire le partage d'écran, donc de basculer sur votre présentation. Voilà, hop. Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette matinée sur la présentation de l'usage éthique de l'intelligence artificielle. Alors, quelques mots. Tu vois pas? Ah, pardon, attends, pour moi. Attends. Attends, effectivement, est-ce qu'il y a le partage d'écran? C'est présenté dans Teams, ça marche, non? Partager, toc, voilà, c'est ça, qui nous manquait. C'est bon. Tu le vois? Bon. Désolé pour ce petit problème technique de dernière minute, mais c'est ça, Teams. Il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans, à mon avis. Bref, donc tout ça pour vous dire que nous allons donc parler aujourd'hui de l'IA éthique. Donc dans un premier temps, je vais pendant une demi-heure vous présenter le cadre juridique européen. Et ensuite, nous verrons avec nos collègues de la Commission européenne donc des outils qui seront là pour vous aider, mais je ne vais pas déflorer le sujet. Alors, quelques mots rapides sur un logo que vous avez en bas à droite, c'est le logo Enterprise Europe Network, qui est un réseau soutenu donc par la DG Grow de la Commission européenne et qui est donc situé dans votre chambre de commerce régionale. Nous sommes là pour vous aider à vous développer sur le marché unique européen avec toute une série de prestations de services, notamment juridiques en matière de fiscalité, droit des contrats, conformité des produits, mais aussi des aspects plus techniques avec de la recherche de partenariat, de la recherche de financement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit donc ma collègue Nathalie Rébert, qui est présente aujourd'hui, ou moi-même.
ou si vous aurez mes coordonnées sur la présentation, donc à la fin. Alors, nous allons parler là dans l'immédiat, et je regarde ma montre pour ne pas dépasser. Ah oui, par contre, mesdames, au niveau des questions, on fait comment à la fin? Chaque partie? Ouais, fin de chaque partie. Fin de chaque partie. Par contre, tu pourras vérifier éventuellement s'il y a des questions Oui, écrites. Hein, bien ok, sûr. merci, super. Donc, alors, n'hésitez pas. Alors, de préférence, posez les questions par écrit, mais de toute façon, on laissera un petit temps si vous avez des questions à la fin de chaque présentation. Alors, premier niveau, donc, c'est comment dirais-je, la définition du système d'un système d'IA. Et cette définition nous est donnée donc par le règlement européen qui est entré en vigueur en fait en 2024 et qui nous apporte un certain nombre d'informations. Alors, une remarque quand même préalable. Ce règlement européen, qui est comment dirais-je, une lourde tartine qui fait 144 pages, apporte des définitions qui peuvent être discutées et discutables. Pourquoi? Tout simplement parce que, évidemment, la notion d'intelligence artificielle et des différentes composantes de ce nouveau concept ne sont pas toujours, comment dire, l'approche n'est pas toujours partagée par tout le monde. Or, ici, nous avons une approche qui est juridique. Donc, les définitions qui sont données sont des définitions qui sont juridiques. Il peut y avoir éventuellement des spécialistes qui vont discuter ces définitions. Bon, évidemment, je pense que les choses vont évoluer dans le temps. Hein. N'oublions pas que c'est une science qui est vraiment récente. Mais l'avantage, c'est que ces définitions existent et qu'elles permettent quand même de donner, finalement, un nom à un certain nombre de concepts dont on va parler aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je n'ai pas repris toutes ces définitions parce qu'il y en a une ribambelle, mais simplement la plus importante, qui est la définition donnée par le législateur européen à la notion de système d'IA. Alors, le règlement nous dit donc en fait qu'un système d'IA, c'est un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu'il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Alors, sans faire une exégèse de cette définition, je pense qu'il faut s'arrêter quand même sur deux ou trois notions qui sont présentées dans cet article. C'est l'article 1 ou l'article 2 du règlement. D'abord, la notion de système automatisé. On est bien dans un dispositif qui est autonome. Hein, ça, c'est très important. Et c'est justement un des éléments de risque contre lequel, justement, le législateur européen a voulu mettre en place un certain nombre de barrières. Ensuite, il y a la capacité d'adaptation. Là aussi, on est sur quelque chose qui peut, du point de vue justement de la protection des particuliers, comme on va voir, c'est quand même principalement l'objectif, qui peut présenter un risque. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'auto-apprenant, en quelque sorte, des dispositifs, qui fait que le dispositif, finalement, il peut lui-même incrémenter ses capacités d'adaptation, ses capacités de compréhension, sans, à la limite, l'intervention de l'individu, l'intervention humaine. Le troisième élément qui est important, c'est cette notion de, comment dirais-je, de génération, de prédiction, de recommandations, des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Ça, c'est bien évidemment l'objectif principal de l'IA. Et là encore, on voit effectivement que le risque que cela peut présenter en matière de protection des individus et des libertés individuelles. Comment dirais-je, l'objectif principal du règlement, c'est le développement d'une IA éthique. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement d'une IA éthique? Eh bien, tout simplement, c'est une IA qui répond, une intelligence artificielle qui répond en fait à un certain nombre de principes qui sont intangibles. Alors, ces principes sont, comment dirais-je, présentés ici. Encore une fois, c'est une extraction, comment dirais-je, c'est une copie d'une partie d'un des articles du règlement IA. Il y a donc 5 principes qui doivent être respectés. D'abord,
Premier principe, c'est la protection contre les atteintes à la vie privée. Là, c'est un principe que l'on connaît déjà, puisqu'en fait, c'est un principe qui est repris directement du Règlement général sur la protection des données, le fameux règlement RGPD, qui est entré en vigueur en juin 2018, et qui a pour objectif, justement, principal, d'éviter que les données personnelles des individus soient l'objet d'une marchandisation excessive et sujettes, de ce fait, en fait, à des actes, comment dirais-je, des actes qui peuvent être poursuivis pénalement. Ensuite, la protection des atteintes à la dignité humaine. L'idée, c'est quoi? C'est que l'humain doit être présent dans le process de manière à pouvoir contrôler, ou en tout cas à pouvoir réguler les éventuels, je dis bien éventuels, hein, parce que là encore, ça reste à démontrer, les éventuels dévoiements, en quelque sorte, de la machine. Troisième principe, c'est imposer la transparence et l'explicabilité. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un acte qui est mis en œuvre, décision ou autre, à partir d'un dispositif d'IA, eh bien, il faut que l'on sache clairement l'origine de cet acte. Par exemple, un exemple très simple, hein, mais dont on parle beaucoup, admettons par exemple que sur une plateforme de musique en ligne, vous ayez un morceau de musique qui soit mis à disposition des clients, eh bien, il faut déterminer sans aucune ambiguïté si ce morceau de musique est un morceau qui est généré par l'intelligence artificielle ou qui est généré effectivement par l'intelligence humaine. Le quatrième principe, c'est l'unification du droit de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne. C'est important parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le cadre du marché unique européen et qu'il est vital que ce marché unique, justement, soit régulé par des dispositions juridiques et réglementaires qui soient identiques, quel que soit l'État membre concerné. Ça, c'est l'objectif depuis l'entrée en vigueur du marché unique, c'est-à-dire en fait depuis 1991. Ensuite, et dernier principe, faciliter l'innovation dans les entreprises numériques grâce à un cadre réglementaire stable. Alors, c'est un petit peu là, j'allais dire, le corollaire du principe précédent. L'idée, c'est quoi? Lorsque ce règlement a été élaboré, on a entendu très rapidement des gens dire ah oui, mais de toute façon, nous sommes dans un cadre européen, donc c'est principalement un cadre réglementaire et punitif, et qui va, en quelque sorte, bloquer le principe de l'innovation. Et donc, de fait, les entreprises européennes vont se retrouver finalement à la traîne par rapport aux entreprises de l'Asie-Pacifique et aux entreprises américaines. En fait, il faut bien comprendre que le dispositif réglementaire qui a été mis en place vise à essentiellement mettre en œuvre des barrières, et à l'intérieur de ces barrières, les entreprises font ce qu'elles veulent. En effet, l'IA Act, le règlement IA, n'intervient pas directement sur la technologie. Il intervient sur l'usage de la technologie, comme on va le voir, et on va vite comprendre effectivement que à partir du moment où les principes sont respectés, vous faites ce que vous voulez. Alors, ces barrières, justement. Le règlement IA intervient sur une approche fondée sur la notion de risque. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de risque? Eh bien, tout simplement, il s'agit de mettre en place une protection contre le risque que pourrait encourir la sécurité et la dignité des individus du fait de la mise en œuvre de systèmes d'IA qui seraient, j'allais dire, totalement hors de contrôle. Et pour ce faire, le législateur européen, en fait, a mis en place une incrémentation du risque qu'on a schématisé ici sous la forme d'une pyramide, avec différents niveaux. Et ces différents niveaux permettront en quelque sorte à l'entreprise, en fonction de l'utilisation de l'IA qu'elle va créer ou qu'elle va utiliser, de savoir quelles sont les obligations auxquelles elle est soumise. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les IA dites qui présentent un risque inacceptable et qui sont considérées comme étant des IA interdites. On va revenir rapidement sur ces différents niveaux. Là, je vous les présente, mais on va en parler un peu plus en détail. C'est pas compliqué concernant ce niveau de risque. Le développement ou l'utilisation d'IA de ce type, en fait, est strictement interdit. Deuxième niveau,
ce sont les IA qui présentent ce qu'on appelle un risque élevé. Alors, là, on considère qu'effectivement, ces dispositifs présentent un risque élevé concernant comment dirais-je, les particuliers, la protection des particuliers, des personnes physiques et la dignité humaine, mais néanmoins, on considère qu'il y a derrière quand même un bénéfice non négligeable, et donc on permet aux entreprises de développer et d'utiliser cette catégorie d'IA, mais sous réserve de respecter certaines conditions qu'on va voir. Ensuite, toujours en descendant, troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les IA présentant des risques limités. Alors, les IA présentant des risques limités sont des IA qui ne présentent pas, je veux dire, de risques particuliers pour l'individu. On va recommander, en fait, un certain nombre de dispositions, mais ce ne sera pas une obligation. Dernier niveau, ce sont les IA qui ne présentent absolument aucun risque. Et donc, dans ce cas-là, il peut y avoir quelques recommandations, mais la charge administrative de ce point de vue-là, comment dirais-je, au détriment des entreprises, en fait, sera très limitée. Alors, c'est important de bien comprendre cela parce que dans une région industrielle comme la nôtre, par exemple, nous sommes principalement sur les deux niveaux d'IA les moins à risque. Ce qui veut dire que pour les entreprises, finalement, les conséquences en matière de charges administratives seront, somme toute, assez légères, voire inexistantes. Alors, petit point de détail, bien évidemment, il appartient à l'entreprise qui développe l'IA ou qui la commercialise ou qui l'utilise dans son process, de vérifier le niveau de risque qu'elle met en œuvre de manière à pouvoir justement assumer les responsabilités qui lui incombent. Alors, comment dirais-je, premier niveau, c'est ce qu'on a appelé donc les IA qui présentent un risque inacceptable. Ces IA-là sont interdites. C'est l'article 5 du règlement. En fait, ça concerne tous les systèmes d'intelligence artificielle qui sont considérés comme une menace pour la sécurité, moyens de subsistance, les droits des personnes, par exemple l'annotation sociale, etc., etc., etc. À titre d'exemple, les IA de marquage social telles qu'utilisées dans certaines villes de Chine, bien évidemment, sont strictement interdites, et elles sont strictement interdites à ce point que, bien évidemment, comme vous pouvez le constater, la sanction est très importante. Vous avez ici une sanction administrative qui peut aller jusqu'à 30 millions d'euros ou 6% du CA annuel mondial de l'entreprise. À savoir que, bien évidemment, ça, c'est la sanction administrative, parce qu'après, cerise sur le gâteau, il peut y avoir éventuellement des poursuites pénales. Donc, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Ensuite, plus intéressant, les IA, le développement d'IA qui présente un risque élevé, mais dont le bénéfice est suffisamment important pour qu'il y ait une tolérance en termes d'utilisation, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions. Alors, pour savoir quelles sont les IA qui sont visées dans cette catégorie, je vous renvoie donc à l'annexe 3 du règlement IA, qui nous explique, alors je ne vais pas vous lire le règlement, parce que ni l'annexe 3 qui est assez longue, mais disons que globalement, on retrouve dans cette catégorie les IA concernant la biométrie, les IA qui sont au service de l'éducation et de la formation professionnelle, les IA qui servent l'emploi, la gestion de la main-d'œuvre, l'accès à l'emploi indépendant, ensuite les accès et droits aux services privés essentiels et services publics prestations sociales, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, l'accès à l'électricité, enfin, à l'énergie, à l'eau, sécurité sociale, etc., etc., etc. Les IA qui servent pour la répression, notamment la répression publique, le contrôle des personnes, le contrôle des migrations, l'administration de la justice et les processus démocratiques. Donc, ici, nous avons, dans ce cas particulier, essentiellement des limitations à des systèmes d'IA qui auraient pour objectif de contrôler la vie des particuliers. Puisqu'on a vu que ça concerne essentiellement, finalement, la vie de la personne en société. Alors, de manière à ce que des systèmes d'IA qui rentrent dans cette catégorie-là soient acceptés, les conditions sont relativement simples. Il faut développer un certain nombre de systèmes
ou plutôt être en conformité avec un certain nombre de règles administratives que les entreprises industrielles connaissent bien, puisque c'est relié à ce qu'on appelle tout simplement le marquage CE. Je rappelle que le marquage CE est mis en œuvre depuis 1991. C'est ce qui a permis justement d'harmoniser en fait les règles de production dans le marché unique européen. Et le marquage CE permet en quelque sorte de démontrer qu'un process de fabrication est conforme à des règles communes qui sont tout simplement ce qu'on appelle les directives marquage CE. Avec en parallèle évidemment l'utilisation de normes harmonisées. Et alors ça c'est le premier point. Donc ce marquage CE devra être validé par un organisme notifié, c'est-à-dire un organisme tiers qui viendra valider que le process dans lequel l'IA est utilisée est bien conforme à la réglementation et aux normes, et il délivrera ce qu'on appelle une déclaration UE de conformité. Donc, pour faire simple et sans trop creuser la question, pour les entreprises qui souhaitent développer ou commercialiser ce type d'IA, des IA de cette catégorie, elles devront faire appel à un organisme notifié qui viendra vérifier que leur système de conformité CE est bien conforme. Alors, sachant que dans certains cas, le système de conformité est carrément, va jusqu'à la validation d'un système d'assurance qualité, tel que l'on connaît dans le cas des normes ISO. C'est le premier pilier, en quelque sorte, la première des obligations réglementaires. La seconde obligation réglementaire, c'est bien évidemment la mise en œuvre d'un processus RGPD, donc de protection des données, qui soit conforme à la réglementation. Alors, on ne devrait même pas le citer parce que normalement, toutes les entreprises devraient disposer d'un processus RGPD conforme, mais malheureusement, malgré que le système RGPD soit entré en vigueur en 2018, on a encore un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas mis en place ce dispositif, alors que ce dispositif est obligatoire pour à peu près 80% des entreprises, 80, même 90% des entreprises en fonctionnement actuellement. Alors, concernant la troisième et la quatrième catégorie d'IA, ce sont les IA qui présentent un risque limité, voire pas de risque du tout. Je vais passer assez vite parce que finalement, qu'est-ce qu'on va exiger, recommander en tout cas. Ici, il y a quand même une exigence. C'est l'exigence de transparence. Alors, l'exigence de transparence, c'est quoi? Par exemple, lorsque vous avez un site internet sur lequel vous mettez en place un système de dialogue, par exemple un chatbot, avec des particuliers qui seront vos clients, vos utilisateurs, etc. Il faut mentionner, par exemple, que ce chatbot, en fait, est mis en œuvre par l'intelligence artificielle. Et que vous n'avez pas en face de vous, en tout cas que le client n'a pas en face de lui, un conseiller qui va lui expliquer effectivement comment faire. Donc, cette obligation de transparence, on la retrouve évidemment dans ce cadre-là. J'ai cité aussi la problématique de production de contenu. Là aussi, il est obligatoire de mentionner lorsque ces contenus ont été générés à partir de l'intelligence artificielle. Et, par rapport à ça, en complément, la réglementation recommande, mais ce n'est pas une obligation, que l'entreprise élabore en fait un code de conduite. On en parlera un peu plus tard parce que ce code de conduite-là, il peut s'intégrer effectivement dans une charte de bonnes pratiques en matière d'IA. Mais on va en parler un peu plus tard. Alors, je passe aussi. Donc, ainsi que vous l'avez compris, finalement, seules les entreprises qui ont la volonté d'utiliser un système d'IA présentant un risque important ont finalement l'obligation de mettre en place un cadre réglementaire et administratif qui est contraignant. Pour les entreprises, c'est la grande majorité des entreprises, qui souhaitent simplement utiliser dans leur process des IA, mais des IA, et ça je le rappelle, qui ne présentent pas de risque pour la personne humaine et sa dignité et son intégrité, il n'y a pas vraiment, comment dirais-je, de cadre contraignant. Il y a quelques recommandations. Encore une fois, la notion de transparence est importante, mais finalement, uniquement à partir du moment où il pourrait y avoir une confusion entre finalement l'interaction avec le client, entre une interaction humaine et une interaction intelligence artificielle. Donc vous voyez que finalement, grosso modo, on est quand même sur des choses qui ne sont pas
bloquante en termes de développement, comment dirais-je, de la technologie en l'occurrence, et en termes justement d'évolution de l'innovation européenne dans le cadre de l'IA. Alors, si vous êtes décidé à mettre en œuvre, si vous avez si vous développez dans le cadre de votre process un dispositif d'IA qui va être intégré finalement à ce que vous produisez, que ce soit des biens ou des services. Comment pratiquer en quelque sorte pour être sûr d'être finalement dans les clous réglementaires, si je puis dire. Alors d'abord, il faut déterminer effectivement le régime juridique de l'IA, c'est-à-dire définir les finalités, pourquoi est-ce que vous utilisez effectivement un outil d'IA, hein, quoi ça va servir, etc. À partir de là, évaluer le niveau de risque. En gros, c'est si vous utilisez cet outil d'IA, quel va être l'impact sur votre clientèle? D'abord, quelle est votre clientèle? C'est une clientèle de particuliers, c'est une clientèle de professionnels. Est-ce que ça a un impact finalement sur l'intégrité humaine, sur la dignité humaine? Bon, ça c'est relativement assez facile à faire. À partir du moment où vous avez établi donc le niveau de risque, il faut déterminer le régime juridique applicable. En gros, et pour simplifier, il faut voir si effectivement vous rentrez dans la catégorie des IA qui exigent la mise en œuvre finalement d'un système de marquage CE avec déclaration UE de conformité, ou si finalement, ce qui est le plus probable, vous êtes dans un système d'IA qui finalement, dont le régime juridique sera un régime juridique qui ne sera pas contraignant, avec des recommandations, et voir effectivement comment gérer ces recommandations de manière à être, comment dirais-je, totalement conforme finalement à la réglementation. Élément important, par contre, vous devrez, dans tous les cas, avoir un système de conformité RGPD complet. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, même si vous appliquez des systèmes d'IA qui ne sont pas concernés par le dur de la réglementation, il y a quand même un élément qui est important, c'est que vous devez avoir un système, un système de protection des données personnelles qui soit conforme au règlement européen et son application au droit français. Un élément aussi qui est très important, et ça on ne le dit jamais assez, c'est que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quel que soit le niveau d'IA que vous utilisez, vous devez, dans votre process, prévoir à un moment donné une étape de contrôle par un être humain. Ça, c'est la règle de base qui est donnée par le règlement. Le dernier mot doit rester à l'humain. Alors, bien évidemment, là, nous parlions à l'instant de l'utilisation d'un dispositif d'IA dans le process de fabrication de l'entreprise, que ce soit fabrication de biens ou prestation de services. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut se poser, c'est la problématique de l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. C'est-à-dire que, de plus en plus, comment dirais-je, les entreprises et les collaborateurs d'entreprise s'approprient l'IA, des outils d'IA, parce que ça peut être quelque chose qui apporte un plus dans la simplification de leurs tâches, notamment toutes les tâches qu'on peut considérer comme étant redondantes, peut-être un peu fastidieuses, etc. Et effectivement, l'IA apporte de ce point de vue un certain nombre de simplifications et de facilitations. Et ces facilitations sont bienvenues parce que ça permet effectivement aux collaborateurs ou à la collaboratrice de se concentrer sur des tâches qui sont réellement à valeur ajoutée. Le problème, c'est que malheureusement, l'utilisation des outils d'IA dans l'entreprise présente des risques qui sont majeurs. Alors, quels sont ces risques? Eh bien, tout simplement, n'oubliez pas qu'en l'état actuel des choses, 90% des outils d'IA qui sont mis à disposition, et en général gratuitement, des individus, en fait, sont des outils d'IA qui sont issus d'un pays qui est les États-Unis. Or, les États-Unis, en fait, comment dirais-je, n'ont pas la même approche que l'Europe en matière de données, qu'elles soient personnelles ou des données commerciales, ou des données financières, ou des données juridiques. Aux États-Unis, la donnée, en fait, est une marchandise. Donc, le principe de base, c'est que toute utilisation, par exemple, d'un outil tel que ChatGPT, par exemple, a pour objectif, si on ne prend pas la peine de se protéger un minima, de répandre dans l'environnement qui nous entoure, en fait, des données qui peuvent être des données parfaitement confidentielles et
pas seulement des données, bien évidemment, pas seulement des données personnelles, ça peut être effectivement des données commerciales ou financières, et donc il est très important de mettre en place un certain nombre de règles d'utilisation, de manière à ce que l'utilisation des outils d'IA qui sont proposés par les principales entreprises que l'on connaît, ne devienne pas en fait une espèce de Far West dans lequel on va fournir finalement à nos concurrents des données sur l'entreprise qui auraient gagné à rester totalement confidentielles. Donc, le premier principe, c'est mettre en œuvre en fait des règles qui font en sorte que les outils qui sont utilisés dans l'entreprise sont utilisés de manière licite, loyale et transparente. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est justement pour atteindre cet objectif-là, c'est la définition de règles d'usage. Alors, quelles sont les règles d'usage que l'on doit impérativement mettre en œuvre? D'abord, on n'utilise pas n'importe quelle IA. C'est-à-dire que les IA qui sont utilisées sont définies en fait par, comment dirais-je, par le chef d'entreprise ou en tout cas par un comité ou un groupe de travail qui définit effectivement quelles sont les IA qui peuvent être utilisées de façon plus ou moins encadrée par les salariés sans que cela présente un risque pour l'entreprise. De ce fait, il est bien évidemment préférable de privilégier des abonnements payants. Pourquoi? Parce que les abonnements payants, d'une manière générale, dans l'état actuel des choses, et les choses évoluent évidemment tous les jours, donnent la possibilité justement de travailler, si vous me permettez l'expression, en circuit fermé. C'est-à-dire de pouvoir utiliser tous les effets bénéfiques de l'IA sans disperser aux quatre vents des données qui soient financières, par exemple financières ou autres, des données confidentielles. J'ai eu un exemple. Tout ça, c'est évidemment, c'est l'expérience. Un cabinet comptable qui nous expliquait qu'en fait, il travaillait évidemment pour des entreprises et qui travaillait notamment sur les bilans, les comptes de résultats, etc. Et qu'ils utilisaient les bilans et comptes de résultats, effectivement, de leurs clients et qu'ils utilisaient l'IA pour gagner du temps. Oui, très bien, effectivement. Si bien qu'en fait, avant qu'ils comprennent que utiliser l'IA n'était pas sans risque, en fait, eh ben, ils dispersaient dans la, comment dirais-je, sur Internet, toutes les données, vous admettrez quand même relativement confidentielles de leurs clients, en fait, sans se rendre compte que, bah, oui, les outils qu'on leur donnait gratuitement, bah, en fait, n'étaient pas si gratuits que ça, puisque la contrepartie, c'était évidemment de récupérer des données qui étaient des données pouvant être à la fois compilées, vendues, enfin bref. Donc, ça, c'est le premier point auquel il faut faire attention. Ensuite, comme je vous le disais à l'instant, les traitements de données qui sont faits via l'IA doivent être autorisés par la hiérarchie. Et on n'utilise pas l'IA qui ne soit pas autorisée par la hiérarchie. On interdit dans la mesure du possible, et en tout cas si ce n'est pas nécessaire pour le process de production de l'entreprise, on interdit l'usage des IA génératives. Parce que ce sont les IA génératives qui présentent le plus de risques, ne serait-ce que par exemple, et encore, je vous parle d'expérience, des IA génératives qui permettent en quelque sorte comment dirais-je, de diffuser sur Internet comment je pourrais appeler ça? Des petits messages qui ne sont pas forcément au bénéfice de l'employeur. Donc, si vous n'avez pas l'utilité de l'usage des IA génératives, il vaut mieux l'interdire. Ensuite, il faut définir des usages professionnels qui sont autorisés. C'est-à-dire, vous autorisez à utiliser l'IA dans tel et tel cas. Ne serait-ce que parce que j'y pensais au réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que maintenant, vous le savez bien, la montée en puissance de l'IA, en fait, a un impact qui est majeur sur l'environnement, notamment l'utilisation de l'énergie, de l'eau, etc. Enfin, bon, je n'ouvre pas ces détails. Vous savez ça aussi bien que moi. Troisième principe à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle la définition de règles de gouvernance éthique. Alors, ce que l'on recommande, évidemment, c'est la rédaction d'une charte IA qui va permettre de définir, plutôt de mettre en musique, en quelque sorte, tous les principes que nous avons vus précédemment, à partir de quatre points importants. D'abord, la mise en œuvre d'un processus de supervision, plutôt la rédaction d'un processus de supervision par une structure interne qui sera dédiée et qui aura en charge la gestion de l'IA pour l'entreprise. Là, j'insiste bien, on est dans la logique de l'utilisation par les collaborateurs et collaboratrices de l'IA dans leurs tâches quotidiennes. Ensuite, il faut penser à la traçabilité. Quelles règles de traçabilité on met en œuvre? Enfin, il faut effectivement aussi mettre en place des procédures d'alerte, de manière à ce que
à partir du moment où une IA non autorisée est utilisée, ou bien à partir du moment où on se rend compte que dans le cas d'utilisation d'une IA, il y a eu, et ça sera de toute façon malheureusement possible, comment dirais-je, une atteinte aux données de l'entreprise, eh bien, il faut pouvoir effectivement mettre en place un pare-feu ou un système qui permettra justement de limiter en quelque sorte la casse. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Et donc, nous allons pouvoir discuter justement de cette présentation avant de passer la parole à nos collègues de la Commission européenne. Ben, vas-y, dis-moi. Vas-y, conversation. Alors, le premier, tout en haut, est-ce que ça discute? Définition système d'IA, spécifique ou cas agent. Alors, pour répondre à la première question, donc c'est en fait concernant la définition système d'IA. Donc, le règlement européen donne des définitions, diverses définitions. Là, je ne vous en donner qu'une, mais il y en a toute une ribambelle. Il y a plusieurs, on va dire, quasiment une vingtaine de pages qui définissent des définitions, qui donnent des définitions, notamment, effectivement, l'agent IA, etc. Ce sont ces définitions qui sont données. Donc, je vous renvoie justement au contenu des définitions, la liste des définitions qui sont données, parce que, évidemment, ça nous entraînera un petit peu loin, et malheureusement, le temps qui nous est imparti est limité. Alors, ensuite, vous mettez un abonnement payant ne garantit en rien la protection des données. Alors, si quand même, parce que, effectivement, si vous avez un abonnement payant, l'entreprise qui gère l'IA, en fait, doit vous garantir cette protection des données, ou en tout cas, le fait qu'elle ne soit pas diffusée. Alors, là où je vous rejoins, effectivement, c'est que vous avez, dans les conditions générales de vente de certaines entreprises, certains prestataires de services qui font des IA, comment dirais-je, des garanties qui sont très ambiguës. Très ambiguës. Alors, à vous aussi de lire les petites lignes. Pour la Chambre de commerce, on a fait ce travail-là avec notre responsable DSI parce que nous souhaitions effectivement garantir la protection de nos données. Et on s'est fadé effectivement quelques conditions générales de vente qui étaient, comment dirais-je, des exemples en matière de comment dirais-je, de contournement de la réglementation. Donc, c'est à vous effectivement aussi de prendre un petit peu la responsabilité de votre abonnement et de faire en sorte de ne pas rester avec des prestataires de services qui ne garantiraient pas ce type comment dirais-je, de protection en quelque sorte. Alors, vous prenez effectivement l'exemple de l'abonnement Claude. Oui, on est d'accord. On est d'accord. C'est pour ça que nous, on n'est pas sur Claude. Voilà. Vous mettez, il faut lire les CGU, mais également la régulation extra-européenne pour les solutions américaines notamment. Absolument, et c'est la raison pour laquelle justement je vous ai cité, enfin je vous ai rappelé le risque présenté, et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne et les États membres souhaitent développer dans un avenir relativement court, c'est-à-dire en fait à 3 ans d'ici, des IA qui soient purement européennes et qui répondent réellement aux obligations en matière de protection, plutôt au canon en termes de protection des données, qu'elles soient données personnelles ou données financières, enfin en tout cas données confidentielles pour l'entreprise. On va en profiter peut-être pour passer à la présentation suivante, pour qu'il y ait encore le temps de parler des... Et à la fin, si on pourra voir s'il y a des questions encore auxquelles on répond. Oui, parce que je vois qu'il y a encore quelques... Alors remarque, il me reste juste 3 questions, je vais faire ça rapidement. Même 2 questions en fait. Donc, on a vu les modèles open source ou local, l'utilisation de modèles des serveurs souverains. Oui, tout à fait, absolument, on est d'accord. C'est un dispositif d'avenir parce que cela sera certainement beaucoup plus protecteur que ne le sont les dispositifs. Alors, petite astuce pour la charte IA, il faut travailler avec les équipes pour améliorer l'adhésion des collaborateurs. Cette direction impose une charte en top-down, ça risque d'engendrer un usage shadow IT. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons justement 1 ou 2 expériences là-dessus, nous avons travaillé avec les entreprises et effectivement, à un moment donné, nous avons systématiquement, comment dirais-je, travaillé avec les équipes de manière à ce que les équipes puissent déjà au moins à minima exprimer leurs besoins. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une charte
charte IA n'est pas quelque chose qui se fait dans son coin, entre sachants. C'est quelque chose qui se réfléchit avec tous les salariés de l'entreprise, de manière à, comme le disait notre ici dans l'auditoire, effectivement, la nécessité d'avoir une adoption rapide et facilitée pour tout le monde. Voilà, j'arrête là et je passe effectivement la parole à nos collègues de la Commission européenne. Donc, Christina et Vera, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante aussi pour nous. Et d'ailleurs, je suis ici avec ma collègue Cristina Suviste. Pour vous donner un peu une idée, Cristina est à Luxembourg, moi je suis à Bruxelles. On va essayer de répondre, Cristina va essayer de répondre à vos questions dans le chat pendant que je parle. Et je vous prie aussi d'être un peu patient avec nous parce que le français n'étant pas ma langue maternelle. Et aussi le sujet de IA, on en parle souvent en anglais, donc c'est la première fois que je fais une présentation en français sur nos outils et nos services. Donc, pour mentionner aussi, nous avons ici derrière les rideaux notre stagiaire Arnaldo qui nous a rejoint aussi pour un peu voir comment on le fait. Alors, comme j'ai déjà on a déjà mentionné, on vient de la Commission européenne. Nous, on fait partie de la DG Traduction. Et vous pouvez vous poser peut-être la question pourquoi quelqu'un qui vient de la traduction parle de l'intelligence artificielle. Et la réponse est assez simple, c'est-à-dire que avec la grande révolution, avec l'arrivée des grands modèles linguistiques, du coup, pour programmer, on n'a plus besoin de langue de programmation spéciale, mais on fait des programmations dans une langue naturelle. Et donc, qui est mieux placé que des linguistes, des traducteurs qui le font. Et aussi, il faut dire que la DG Traduction est probablement le service le plus grand de traduction au monde. Si vous voyez les Nations Unies, ils ont 6 langues officielles, nous on en a 24. Et on traduit depuis des décennies. On fait des traductions humaines de très très bonne qualité. Et grâce à ce travail de nos traducteurs, grâce au fait que, évidemment, on a digitalisé déjà, dans le passé, on a des grands sets de data qui sont de très très bonne qualité et qui sont dans plusieurs langues, pas seulement en anglais. Donc, ceci étant une petite introduction, je passe à ma présentation. J'espère que vous voyez l'écran, dites-moi. C'est bon, on la voit très bien. Merci. Ok, parfait. Donc, oui. Voici nos outils. C'est la page principale. Comme vous voyez, nous avons tout un écosystème des outils. Il y en a 10 pour le moment. Si vous voulez accéder à la page, voici le code QR. Et voici le site web. Évidemment, je vais envoyer la présentation par après. Donc, c'est la première chose que vous allez voir. Nos services sont disponibles en plusieurs groupes. Donc, d'abord, ce sont les administrations publiques dans tous les États membres, ainsi que les établissements éducatifs, ça veut dire les universités, les lycées, les collèges, les écoles primaires, même les écoles maternelles si ça intéresse les enseignants. Il inclut les étudiants et les enseignants, petites et moyennes entreprises, ce qui est très important pour vous aujourd'hui, les organisations non gouvernementales, les individus tels que candidats à des postes dans les institutions européennes, donc les candidats EPSO, comme on dit ici à Bruxelles, et puis tout projet qui fait partie du programme pour une Europe numérique, Digital Europe Programme. Ce qui est intéressant aussi, que ce programme, il ne se limite pas seulement aux frontières de l'Union européenne. Il y a plusieurs pays qui sont membres et qui sont membres de ce programme et qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et ainsi, nos services sont disponibles cas par cas aussi hors de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à nos services? Donc, si vous avez déjà ouvert le site web et si vous voulez accéder à nos services, vous allez probablement voir cette page. C'est une page d'enregistrement. Donc, pour accéder à nos services, il faut deux choses. D'abord, il faut un identifiant EU Login.
C'est un identifiant unique qui est très utile, je trouve, parce que c'est seulement pas pour nos utiles, mais vous pouvez avoir accès aussi à des autres utiles tant que EU Service, si vous connaissez pas, je recommande ceci aussi. Bon, mais pour nous, il faut que vous ayez un EU Login. Si vous l'avez, c'est très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Pour accéder, il faut s'enregistrer encore. Donc, il faut saisir votre adresse email. Il faut choisir le groupe duquel vous faites partie et puis soumettre et voici, vous avez accès. Donc, voilà. Nos services. On avait beaucoup entendu parler de sécurité et évidemment, nos services qui ont été développés au sein de la Commission européenne par nous sont sécurisés et privés par défaut. Donc, nous n'avons pas d'accès, nous ne faisons pas de surveillance, pas de stockage, pas de partage et pas de réutilisation de vos données. Ça veut dire que, oui, ça serait très sympa d'utiliser vos données pour entraîner nos machines, mais on ne le fait pas. C'est un choix qu'on avait fait au début et c'est ça ce qu'on avait décidé de faire. Tout a lieu exclusivement dans le territoire de l'Union européenne. Nous avons des servers, pardon, excusez-moi la terminologie, dans plusieurs pays européens. Tout est crypté, évidemment. Nous avons un contrôle exclusif sur le cryptage. Nos outils respectent des règles relatives aux documents sensibles non classifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, dans la Commission européenne, ainsi que dans les autres institutions, nous avons certains niveaux de sensibilité des documents. Le niveau CNC, sensible non classifié, c'est le dernier avant le secret, avant le niveau secret. Donc, évidemment, vous pouvez mettre les documents sensibles dedans, mais c'est à vous de décider si vous voulez le faire ou pas, mais vous pouvez le faire. Donc, et puis, comme je déjà mentionné, la connexion se fait par EU Login et puis inscription et connexion et inscription pour les utilisateurs externes. Ceci est une image pour vous expliquer un peu quelle est la différence entre nos services et des chatbots à usage général. Je suppose que vous avez déjà expérience avec un chatbot commercial comme ChatGPT ou les autres outils. Et si vous avez cette expérience, vous savez bien que pour avoir un résultat, il faut demander, il faut créer une instruction, un prompt en anglais, et le chatbot va vous répondre et vous préciser, et vous fait des allers-retours, et à la fin, au bout de quelques jours ou de quelques heures ou des minutes, vous avez un résultat. Souvent, ça fonctionne très bien en anglais, surtout anglais américain, et en particulier anglais californien. Parce qu'en fait, les outils ont été développés en Silicon Valley, et donc ils ont utilisé des datasets pour entraîner les machines qui sont basées sur l'anglais américain. Et donc, si vous demandez des questions juridiques, vous allez recevoir le plus probablement des réponses qui portent sur le territoire des États-Unis. Nos services sont services automatisés pour effectuer une tâche spécifique. Donc, ils font une chose, mais ils la font très, très bien. Donc, vous rentrez vos documents, vous appuyez sur le bouton et vous avez le résultat. Il n'y a pas un moyen de faire des allers-retours, de préciser, etc. Vous allez recevoir un résultat que vous pouvez jouer avec par après, mais ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne dans beaucoup, beaucoup de langues. Et on va vous montrer lesquelles sont ces langues. Oui, et avant, encore une chose importante pour vous, nos services sont aussi disponibles via interface utilisateur et la connexion API, c'est-à-dire machine à la machine. Ça veut dire, par exemple, pour vous donner un exemple, ceci est la page web de la présidence chypriote de l'Union européenne. Et c'est assez bien d'avoir une traduction dans les autres langues officielles. Évidemment, Chypre étant un petit pays, ils n'ont pas la capacité de traduire dans toutes les langues officielles. Comme vous voyez, ils ont une traduction en anglais, en grec, français et turc. Mais pour les autres langues, ce qu'ils ont fait, ils ont pris notre service, ils ont créé une connexion et du coup, vous pouvez avoir la traduction
dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Ce service est disponible pour vous aussi. Vous allez voir où par après. Donc, oui, vous choisissez la langue et voilà. On va commencer par notre premier service, e-translation. Le nom des services sont en anglais, donc je vais utiliser le nom anglais, désolé. Et comme le nom dit, ça c'est quelque chose qui est notre projet, le premier projet qui était créé à la DG Traduction. Donc les langues qu'on couvre, ce sont des langues officielles, 24. Et vous voyez un peu quand on a commencé, mais en fait, on couvre les 24 langues et on couvre aussi 8 langues supplémentaires. Ce sont des langues soit parce que Islande et Norvège font partie de Digital Europe, soit parce que ce sont des langues que l'Europe considère comme des langues d'importance économique et politique. Donc nous avons aussi l'arabe, le chinois, japonais, russe, turc et ukrainien. Comment ça marche? Une fois que vous êtes dans le e-translation, c'est très facile. Interface est le même pour tous les outils. Vous avez une fenêtre à gauche et une fenêtre à droite. Donc, dans le cas de e-translation, vous pouvez traduire des morceaux de texte. Donc, vous faites un copy-paste, vous enregistrez votre texte ici. Vous choisissez la langue source. Donc, dans ce cas, on avait pris l'anglais. Vous regardez sur la langue cible, donc le français pour cet exemple, et vous pouvez choisir le style. Ça s'appelle domain, mais en fait, c'est un style de la traduction. Si vous n'êtes pas sûr, vous allez pour le texte général, évidemment. Si c'est un texte très académique, très eurocrate, si je peux dire, vous pouvez aller sur le EU Formal Language. Dans le cas des cas juridiques, donc vous pouvez ici diriger sur Code of Justice Case Law, ou bien les finances, ou bien on a fait une différence aussi pour le cas de la propriété intellectuelle. À chaque fois, vous avez d'avoir des résultats différents. Donc, vous pouvez jouer, vous pouvez voir comment ça marche et quels sont les résultats. Donc, dans ce cas-là, vous voyez la limite, c'est 2500 caractères. Donc, voici le résultat que vous pouvez voir. On n'avait pas touché. C'est une machine qui traduit, mais ce qui se passe, elle cherche dans nos databases, dans les histoires de traduction qui ont été faites par des humains. Mais ici, c'est la machine, le résultat est machine translation. Mais il est assez bien et ça marche très bien dans les autres langues. Comme avec tout outil de l'intelligence artificielle, le dernier mot reste à l'être humain. Donc, il faut que vous contrôliez le résultat. Voilà, vous pouvez traduire aussi des documents, évidemment. Vous avez il y a beaucoup de formats qui sont supportés, donc des PDF, des Word, des Excel, etc. Dans ce cas-là, vous faites aussi le même exercice. Vous choisissez la langue source ainsi que la langue cible. De nouveau, le domaine. Et ici, je pris un exemple d'un document qui est issu de la coopération de la DG Traduction avec des universités qui enseignent les futurs traducteurs. Et donc, après des années de discussion, on avait fait un document qui dit qu'est-ce qu'un traducteur devrait savoir pour être un traducteur qui va facilement trouver un emploi et qui va être qualifié. Donc, vous pouvez, c'est un texte d'origine. Ici, vous avez petites options. Si vous avez une terminologie très spécifique, ça peut être le cas dans beaucoup des usines qui ont des terminologies spécifiques, vous pouvez créer un vocabulaire qui aura deux parties. Donc, vraiment très simple, un mot en anglais, un mot en français. Et la machine vous pouvez l'enregistrer avec votre traduction et la machine va le prendre en compte et votre traduction sera encore plus précise. Vous pouvez jouer aussi avec ceci, c'est amélioration par IA. Qu'est-ce que ça veut dire? La machine, si vous avez une traduction spécifique, surtout EU Formal Language, il va aller chercher dans le grand modèle linguistique
dans les... en anglais, ça s'appelle fuzzy matches. C'est un peu technique, mais en fait, il va chercher des textes qui se ressemblent, qui sont très proches. Et donc, là, ça prend un peu plus de temps, mais vous pouvez comparer le résultat. Donc, dans notre cas, nous avons, ceci est le résultat de la traduction du document vers le français. Vous voyez, il a même traduit les petits textes dans les images, et je crois que c'est assez bien pour la traduction. OK, donc nous avons un compétence cadre. Voilà. Pour vous donner une idée, les pages traduites, quand on avait commencé il y a 9 ans, il y avait 19 millions de pages. Cette année-ci, l'année passée, on a presque touché le seuil de 900 000 millions de pages. Voilà. C'est la seule chose d'ailleurs qu'on fait, on compte des pages. On n'a pas, comme j'ai déjà dit, on n'a pas l'accès à vos documents. Si vous nous demandez, oui, j'ai déjà traduit ceci, est-ce que je peux avoir le document? Non, désolé, c'est déjà effacé. Donc, voilà. Notre service e-briefing, c'est en fait un service qui vous permet de faire des documents très, très précis. Et voilà, c'est une interface qui est le même. Ce que vous devrez faire, et ça ne marche pas sans ça, il faut préciser le thème. Donc, vous avez un thème, dans ce cas-là, c'est un cas fictionnel qu'on avait fait. Donc, on essayait de s'approcher un peu à votre situation. Mais bon, disons qu'ici, vous êtes curieux de savoir, votre chef veut savoir sur quelque chose sur la permis d'industriel et simplification et transition des PME et décarbonisation. Vous choisissez, donc, vous pouvez taper, ça c'est un texte libre, vous tapez votre texte. Si vous avez des documents de support, tant mieux. Si vous en avez mieux, la qualité de résultat dépend toujours de la qualité de vos données. Si vous n'avez rien, la machine va vous produire quelque chose, mais ça ne sera pas tellement ciblé. Donc, mais ici, dans ce cas-là, on avait dit on va enregistrer des documents Impact Assessment. D'ailleurs, vous pouvez enregistrer les documents dans n'importe quelle langue que je vous ai déjà monté. Donc, vous n'avez pas besoin de les traduire. Si vous avez des documents en espagnol, en français, euh, en slovaque, en lettonien, donc n'importe. La machine va le prendre, traduire et elle va analyser. Et ici, on a aussi un e-briefing request, donc une demande d'un briefing qui est tout à fait fictionnel. On avait créé quelque chose comme ça. Donc, c'est une note d'information interne pour le réseau Enterprise Europe Network, avoir une présentation formelle avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans la note? Résumer la proposition, impact, défi de mise en œuvre, questions clés, besoin de clarification, etc. Voilà. Et le résultat qu'on a, après normalement 1 minute, voilà, vous avez un texte. D'ailleurs, ce qui est très important, nous avons un petit disclaimer qui dit ceci est un texte automatique, donc il faut rédiger. Parce que ça peut être séduisant, mais il faut toujours regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez les thèmes demandés, donc des topics. Vous avez la scène, la mise en scène, si je me permets de dire, une petite description. Puis, vous avez des objectifs. Qu'est-ce que le réseau veut? Qu'est-ce que le partenaire veut? Vous avez des messages principaux. Puis, il y a une partie des questions et réponses. Donc, ça peut être aussi les points de défense. C'est donc voir un peu si vous avez des... ouais. Et puis, vous avez le contexte. Donc, il vous explique le contexte sur la base de vos documents et sur la base de la recherche sur Internet aussi. Et on ne s'arrête pas là. On a aussi des soundbites. Donc, si vous avez une conférence de presse, et si aussi vous voulez communiquer sur les médias sociaux, vous avez des tweets. Et à la fin, vous avez aussi un discours. Voilà. Donc, et ceci est possible grâce aux instructions
très spécifiques qui se cachent derrière le petit point Submit. C'est un multi-prompt, c'est un prompt qui marche en cascade. Et normalement, comme je vous ai déjà montré la différence entre nos outils et le chat, dans le chat, il faut taper les instructions. Je ne crois pas qu'il est possible d'écrire ceci dans quelques instants. D'ailleurs, c'est un travail de quelques mois et qui est toujours en progrès parce qu'on essaie de s'améliorer. Donc, plus ou moins une vingtaine de pages A4 des instructions en cascade. Voilà, donc c'est un e-briefing. Notre outil le plus nouveau, donc c'est le e-reporting. Qu'est-ce qu'il nous permet? Donc, il permet de faire des rapports d'activité. Donc, vous déposez des fichiers. Ici, dans ce cas, c'est aussi une usine, c'est une petite entreprise irlandaise, évidemment fictionnelle, ça n'existe pas. Donc, vous avez des documents, ils ont des documents qu'ils veulent soumettre. Et sur la base de ça, ils choisissent un rapport des activités, la langue cible, dans ce cas-là, le français. Et qu'est-ce qu'on a? On a un texte, plus ou moins un rapport structuré sur 8 pages. Donc, vous avez un résumé, vous avez une surveillance des transactions, vous avez système design des configurations, ok? Vous avez une formation et culture pour le suivi, la gouvernance, stratégie, des highlights, des fois les titres sont en anglais, mais le texte est en français. Et voilà. L'autre chose qui est possible avec cet outil, c'est les obligations de déclaration. Robert nous a déjà présenté le règlement sur l'IA, et je l'ai pris comme exemple, je vais l'utiliser plusieurs fois. Donc, dans ce cas-là, c'était déjà mentionné, c'est un texte qui est assez long et assez technique. Donc, le règlement lui-même, il a 70 pages à peu près. Et il y a beaucoup des obligations, qui fait quoi, qui doit faire quoi, et déclarer, etc. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel texte juridique, évidemment, dedans. Dans ce cas-là, on a ce règlement. Qu'est-ce qui se passe? Le texte qui est produit, donc on a un résumé du sujet. Par après, une analyse des obligations de déclaration. On ne s'arrête pas seulement là, on continue. Donc, le service va nous dire quels sont les rôles et responsabilités de toutes les entités concernées. Donc, vous avez les États membres, Commission européenne, le bureau de l'IA, comité, etc., etc. Et là, on commence avec des obligations de déclaration obligatoires. On commence par extrait 1, extrait 2. Pour vous donner une idée, il y en a 67. Et puis, il y en a 12 qui sont non obligatoires. Mais déjà, ça vous permet de voir où vous vous trouvez, quelle est la situation, quelles sont les obligations de déclaration. Donc, ceci est le dernier, le plus nouveau outil, e-reporting. Nous l'avons lancé en février cette année. Un autre outil que je trouve très, 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 très bien, c'est un outil e-summary. Donc, il permet, comme le nom le suggère, il permet de faire des résumés. Donc, vous prenez un texte, de nouveau, voici notre règlement préféré sur l'IA. Et on se dit, on va avoir un résumé en français et en anglais. Donc, voilà. Une page et demie en français, une page et demie en anglais. Donc, si vous avez un document qui arrive, je ne sais pas, en polonais ou en allemand, vous pouvez demander la traduction. Si vous n'avez pas le temps de le lire entièrement, vous pouvez faire un résumé ainsi. Voilà. Je suppose que, comme le public cible sont des petites et moyennes entreprises, donc vous avez presque tous des sites web. Je vous ai déjà montré la façon dont la traduction peut être incorporée, mais comme on travaille avec des textes, on se rend compte que le texte pour le web est souvent différent de texte sur le papier. Et on sait que en tant que gens qui
quelqu'un qui travaille pour la Commission européenne, moi-même, j'ai des difficultés de fois de me concentrer et de voir qu'est-ce qu'il y a, dans le texte. Et si vous lisez un texte sur le web, normalement, ce sont pas des, comme je dis, les spaghetti western, c'est pas des choses qui sont très très longues. Souvent, ils sont adaptés au public. Et qu'est-ce que cet outil fait? De nouveau, l'interface est le même. On met le règlement sur l'IA et voici les résultats. Donc ça, c'est plus ou moins un super sommaire de l'IA adapté au public en ligne. Comme j'ai déjà dit, nos textes sont super compliqués et souvent, nos publics cibles, ce sont tous les citoyens de l'Union européenne. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui soit n'ont pas le temps de lire le texte entièrement, soit ont des problèmes cognitifs, etc. Et accessibilité est vraiment très important pour nous. On paie beaucoup d'attention sur cela. Et donc, cet outil a été développé pour aider aux gens à comprendre des textes qui sont très compliqués d'une façon très, très simple. Donc, c'est une simplification presque extrême, mais très important. Pour le moment, comme vous voyez, cet outil fonctionne qu'en français, anglais et allemand. Les autres langues sont en développement. La raison est telle que pour chaque langue, vous avez des règles sont différentes pour accessibilité. Donc, ce que je peux vous dire, les instructions, le prompt qui est derrière dit que prépare ce texte de façon qu'un enfant de 8 ans peut comprendre. Il n'y a pas de métaphores, il y a vraiment, c'est très très simple. Donc, vous avez déjà entendu parler de le règlement IA. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est ça. J'avoue, quand je n'ai pas beaucoup de temps et j'ai un texte super compliqué à analyser très très vite ou à lire, j'utilise cet outil. Et je ne suis pas la seule. Donc, et comme vous voyez, évidemment, un disclaimer de nouveau. Donc, ici, ce n'est pas un document que vous allez utiliser pour une analyse juridique, mais c'est déjà quelque chose qui simplifie et qui permet de communiquer des choses d'une façon très, très simple. Un autre utile, speech to text. Voilà. Donc, cet outil vous permet de transcrire le texte en des formats audiovisuels ou audio dans un texte. Donc, vous pouvez mettre un vidéo ou un enregistrement si vous avez eu une réunion, par exemple, et que vous faites un enregistrement. Je sais que cette fonction existe en Teams aussi, donc vous pouvez avoir une transcription par après. Ben, chez nous, ça fonctionne dans plusieurs langues et ça fonctionne assez bien, je dois dire. Et vous avez un choix, soit un format VTT qui va vous produire des sous-titres ou un SRT, et la différence, ou un document. Donc, voici, vous définissez la langue source, la langue cible, et voici. Donc, c'est un vidéo qu'on avait pris, par exemple, on a commencé à faire un sous-titrage. Donc, soit vous avez le sous-titrage avec horodotage, donc vous voyez exactement la minute, la seconde, la milliseconde qu'on avait dit quelque chose. Soit vous choisissez une transcription au format Word, donc vous avez un texte en Word. Voilà. Si vous utilisez vos portables, par exemple, dans l'iPhone, vous pouvez faire des enregistrements et vous l'envoyez à vous-même par email. Et vous pouvez avoir, il y a des gens qui prennent des notes de cette façon. Ils n'aiment pas écrire, ils préfèrent de parler, d'enregistrer. Donc, c'est la façon de faire des choses aussi. Notre service eReply est destiné pour nous aider avec avec les correspondances. Donc, disons que vous recevez un email, une lettre à l'époque. Ça, c'est une lettre complètement fictionnelle. Et vous pouvez, on va le déposer dans le eReply.
qu'est-ce que ça va faire? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui demande d'informations sur l'impact de cadre financier pluriannuel pour les PME. Ok. Voilà. Donc, on va dans l'interface. Vous avez une option de télécharger des documents de support, si vous en avez. Dans ce cas-là, on avait pris une législation. Si vous n'en avez pas, ça fait rien. La machine va travailler très bien aussi. Et vous choisissez la réponse générale, la langue cible français, et voici le résultat. Donc, ce qui se passe, vous avez de nouveau le sujet, le résumé de la lettre que vous avez reçue, les exigences, et puis la suggestion pour la réponse. Je répète, c'est pas la réponse finale. La réponse finale, c'est votre responsabilité. Donc, ceci comme un assistant, mais il faut vraiment un être humain à la fin pour envoyer la réponse finale. Mais ça, ce qui est très très bien, et ça peut être utilisé pas pour répondre, mais seulement pour cette analyse qui est très intéressante de fois, quand vous avez des lettres qui sont beaucoup plus complexes. Anonymisation. Voilà, c'est un outil qui permet de cacher les données sensibles. Donc, on avait déjà parlé de RGPD, je crois, en français, GDPR en français, donc la protection des données personnelles. Et vous avez deux façons de le faire. Évidemment, vous déposez vos fichiers et vous choisissez soit entre un remplacement ou le masquage. Donc, ceci est le texte original. Donc, vous voyez la date, on l'avait mis en vert pour que vous voyez mieux. Donc ici, les données personnelles ont été remplacées par un nom fictif, une date non existante, etc. D'un moment de Bruxelles, on est à Paris. Ou bien, l'option que moi je préfère plus, c'est le masquage. Donc, c'est clair qu'il y avait des données, mais ça ne crée pas une confusion. Ceci est très bien si vous avez une demande d'information et que vous voulez répondre sans donner des données personnelles. Voilà. Les ressources. Notre se trouve sur notre page principale, tout en bas. Donc là, vous avez des vidéos, des tutoriels, si ça vous intéresse. Et puis, tout en bas de notre page, vous avez, ce sont des vidéos et d'aide. Et ici, hein, le coin de développeurs. Donc ici, si ça vous intéresse d'utiliser nos services, euh, c'est le cas. C'est ici, il y a plus d'informations techniques. La chose la plus principale que je n'ai peut-être pas dit, c'est que nos services sont gratuits pour vous. Parce que c'est déjà, c'est pas comme dans le cas qu'on avait discuté tout à l'heure. Pourquoi c'est comme ça? Parce que déjà, les États membres payent le programme Digital Europe, donc les services sont à votre disposition ici. Euh, voilà. Voici nos coordonnées, si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Et je suis ici avec Christina, qui a sûrement eu pas mal de questions dans le chat. Et je crois qu'elle avait répondu, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui reste à répondre. C'est tout. Christina, si tu peux faire un petit sommaire. Non, je pense que pour le moment, nous sommes OK. J'ai essayé de répondre à toutes les questions que nous avons reçues. S'il y a les autres, on peut les prendre maintenant. OK, parfait. Donc, si vous avez des questions que vous voulez demander maintenant, nous sommes ici. Pas de questions?
Si vous avez des questions du coup sur l'une ou l'autre des présentations, on a encore 10 minutes pour y répondre. Eh ben, c'est parfait. N'hésitez pas à nous contacter dans tous les cas si vous avez des questions. On essaiera de transmettre et d'apporter une réponse. Le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube de Dedicated dans quelques jours. Et on vous enverra un questionnaire de satisfaction dans les jours qui viennent. Merci beaucoup en tout cas Viera et Christina pour votre participation et pour avoir fait la présentation en français, ce qui était beaucoup plus simple pour nos participants. Et donc j'espère que vous pourrez tous maintenant vous servir des outils européens en fonction de vos besoins, et puis que le cadre réglementaire de l'IA est plus clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des besoins de compléments d'information sur ces différents points, et en particulier sur le cadre réglementaire, parce que ce n'est pas toujours évident, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous pouvez vous adresser indifféremment, soit effectivement à l'EDIH et donc à Noémie, qui s'est coordonnée sur sa présentation, ou à Laura n'importe quoi, à Entreprise Europe Network, et nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous apporter les éléments qui vous manquent. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée encore. Au revoir. Grazie, buon giorno.